Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après malheureusement ce match nul concédé dimanche soir face à Strasbourg, un but partout. L'équipe du BDS est en place pour parler de ce ratage de coche, on va dire, dimanche soir. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. Steph, on ne s'est pas vu depuis ce week-end, tu étais très très énervé dans le débrief, 48 heures après ce débrief. Est-ce que tu es toujours en colère? Quel est le sentiment qui prédomine? On rappelle que l'OM a concédé le nul à la maison, mais que l'OM est toujours quand même deuxième du classement avec 5 points d'avance sur Lille et 6 sur Monaco. Oui, le sentiment, c'est la frustration. La frustration, pourquoi? Parce que tu reçois le 13e à domicile et tu commences le match avec, pour moi, avec un signal de fébrilité en mettant 5 défenseurs, avec Cornelius, avec Garcia, alors qu'il y avait une possibilité de jouer avec des joueurs beaucoup plus offensifs qui se portent beaucoup plus vers l'avant. Tu le savais, on le savait tous que Strasbourg allait pas faire le jeu au Vélodrome. On savait que c'est une équipe qui est très physique, qui allait mettre des coups et qui allait opérer en contre. Et voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a mis une mi-temps à se réveiller. Et après, c'est vrai aussi, il y a certes des erreurs d'arbitrage, ça on va en parler, mais c'est vrai qu'aussi on manque pas mal d'occasions franches aussi. Donc toi d'entrée de jeu, tu aurais changé le schéma de jeu tu reçois le 13e préféré de De Zerbi qu'il a depuis le match face à Lens. Ça a fonctionné à partir de quand il a changé le système et qu'il a fait rentrer des joueurs beaucoup plus offensifs. À partir de ce moment-là qu'on a vu un autre visage de l'OM. En première mi-temps, c'était scolaire, c'était stérile, on ne voyait rien. Ça jouait derrière, Cornelius Balerdi, Rouli, Cornelius, ça partait à Brassier, ça revenait. On a fait que ça, on a fait du yo-yo, on a été inefficace. Par contre, eux, ils te rentraient dedans, même dans l'engagement, j'ai trouvé qu'on a été vraiment très gentil dans ce match-là. Et devant, ils ont un avant-centre qui a fait le nécessaire et qui a été efficace. Jaco, de la déception, certes, mais pas de quoi casser la vaisselle, ou tu es aussi autant en colère que Steph? Non, il ne faut pas du tout casser la vaisselle, il faut être vigilant. C'est le genre de match où tu dois te rendre compte des progrès que tu as à faire, qu'est-ce qui a marché, mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, en première mi-temps, moi je ne suis pas trop comme Steph en disant le positionnement, c'est surtout la qualité des joueurs qui m'a dérangé. Un mauvais match de Cornelius. Une fois qu'il est mal positionné, lui c'est pas son poste, il se retrouve à un poste qui n'est pas le sien. On a Ulysse Garcia qui lui aussi fait pas un bon match. Balerdi qui a fait un match catastrophique alors que d'habitude il est quand même un peu plus intéressant. Tu rajoutes à ça un Eichberg moyen, Neil Mopé moyen, donc et tu rajoutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé, c'est grâce à son but, mais Greenwood il n'a pas été aussi efficace que d'habitude. Donc si tu veux, quand tu es entraîneur, tu mets aussi un schéma en place, mais c'est les joueurs qui font le schéma. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à travers dans cette première mi-temps. D'abord, il y a eu 2 changements à la mi-temps, 2 changements qui étaient obligatoires, des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Donc voilà, c'est aussi ça. Après, cette équipe, elle est emmerdante à manœuvrer, on le sait. Ils nous ont bougé à l'aller, ils nous ont bougé au retour, parce que physiquement, ils rentrent dedans. Et après, j'ai l'impression qu'on a perdu, parce qu'il y a même des gens sur les réseaux qui disent ouais, mais après cette défaite, non, on n'a pas perdu les gars, on a fait match nul. Ouais, mais il y a 2 points de manque à gagner. Oui, mais il faut aussi, c'est sûr. Ok, c'est 2 points, mais on n'a pas perdu. Tu joues le dernier match de la journée. Tu sais que tu as encore un gros coup à faire et en pouvant distancer, sachant que dimanche tu vas à Nice. Savent, les gars. Ouais, mais ce que je veux vous dire, moi, ce qui me gêne, Jaco, là-dedans, c'est le signal que tu envoies. Oui, mais le signal. Regarde, est-ce que Monaco, ils essaient d'envoyer le signal? Est-ce que Lyon, ils essaient d'envoyer le signal? Là, oui, mais Rennes, c'est pas facile le football, on le sait tous. Il y a des moments où c'est difficile. L'Olympique de Marseille est en construction. Je pense qu'il faut être un petit peu patient. Il y a des joueurs qui sont arrivés depuis peu, depuis le mois d'août. Il va falloir un petit peu de temps. On va avoir des moments faibles, des moments un petit peu plus hauts, notamment sur Greenwood qui fait un début de saison extraordinaire et qui est un peu dans le dur. Tu rajoutes à ça, parce que j'aimerais qu'on rajoute à ça le nombre absents que l'on a à l'Olympique de Marseille. Et excusez-moi, Murillo, que tout le monde du top dessus, il est intéressant. Tu rajoutes à ça Kondogbia, qui en défense centrale nous a apporté beaucoup, même si Brassier a fait un match intéressant, Kondogbia est toujours intéressant. Tu rajoutes notre Valentin Rongier au milieu du terrain qui est quand même un mec hyper performant. Donc tout ça, ces manques-là, ils t'ont gêné. Je veux juste revenir là-dessus et après, rappelle-toi combien de fois à domicile on a dit qu'on avait du mal avec ce dispositif-là à mettre en défaut l'adversaire. Combien de fois et on attendait souvent le plan B. Là, il a réussi à le faire. Moi, ce qui me gêne, c'est
au départ, quel signal t'envoies à tes joueurs et à l'équipe que tu affrontes. Tu affrontes le 13e du championnat. Tu as un coup extraordinaire à faire et en mettant un coup de massue sur tes poursuivants. Et tu commences avec pratiquement ta défense à 5 avec 3 joueurs qui sont vraiment moyens. Ah ouais, mais toi, tu aurais fait carrément une compo de départ avec, ce qui fait avec une défense à 4. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec des joueurs beaucoup plus Non, il n'y a rien qui t'empêche. Offensifs face à Strasbourg, il n'y a rien qui t'empêche, au Vélodrome. Mais il ne l'a pas fait depuis beaucoup mais de qu'est-ce matchs. qui t'en empêche? Rien. Donc, pourquoi tu tentes pas de jouer avec des joueurs beaucoup plus offensifs? Tiens, Merlin, même quand il est moyen, il est toujours plus offensif et plus intéressant que Garcia au niveau des centres et de la profondeur qu'il va prendre. Tiens, Jonathan Rowe, même si c'est vrai, il est moyen, mais tu sais que sur 2-3 coups, il peut te faire un truc étincelant. Quand tu joues avec Cornelius et Garcia à gauche, plus Brassier qui fait un match correct, il n'a pas pris de risque, il a été très pro et ça c'est bien, mais tu imagines encore les 3 flops qu'on a donnés, c'est 3 défenseurs. Et quand on sait que le jeu de De Zerbi, c'est de repartir de derrière, ça devient très compliqué. C'est ça qui a gêné, parce qu'attention, il faut aussi... moi, je veux bien, nous, on est des passionnés, on est des consultants, on regarde ces matchs-là, mais il faut penser que peut-être avec ce qu'on pense nous, ce qu'on pense Steph, peut-être qu'on en prend 3 ou 4. Il faut surtout avoir raison de garder et se rendre compte que cette équipe de la première mi-temps, ça n'a pas marché. Mais c'est les joueurs qui auraient dû mieux faire, et tu aurais pu être pris en compte à plusieurs reprises parce que cette équipe offensivement ça allait très très vite, donc des fois si tu veux être trop offensif tu prends aussi des pions. La stratégie de De Zerbi c'est souvent d'attendre, de voir, de fatiguer les équipes adverses et puis après de planter les banderilles. Donc voilà, je pense que c'est... Je peux pas en vouloir à De Zerbi sur ça. J'en veux à des joueurs qui normalement ne sont pas titulaires et qui n'ont pas montré de belles choses. On va parler aussi de Neil Maupay. Neil Maupay, ça a été bien jusqu'à présent, mais on connaît ses limites. Et tu vois qu'il est sorti à la mi-temps. Là, c'est peut-être que l'enchaînement aussi des 3 matchs, c'était compliqué. Mais c'est très dur. Ce poste, chez nous, le poste numéro 9 sera très dur. Voilà. C'est difficile, c'est un poste avec le système de Zerbi, mais quand il est rentré le petit Robinho Vaz, ça va très vite, c'est puissant, de la profondeur, il a de la apporté verticalité. quelque chose de différent. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui il va être capable de jouer 90 minutes? La réponse elle est non. Donc tu vois, il faut laisser un peu le temps au temps. Au chapitre des satisfactions, justement, il y a cette formidable rentrée de ce jeune joueur, 200 000 euros a priori pour le recrutement il y a quelques mois. Merci à Lizarac. Par rapport à sa prestation face à Strasbourg, est-ce qu'il peut jouer un rôle plus important que ce qui était prévu ces dernières semaines? Il va pas falloir s'emballer et s'enflammer quand même. C'est vrai que l'entrée qu'il fait, elle est très 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 intéressante. Maintenant, comme on l'a dit, il a que 17 ans. Est-ce qu'on doit le revoir? Moi, je dis oui. Mais voilà, il va falloir lui donner du temps de jeu et faire attention pour qu'il puisse progresser correctement et pas commencer à l'envoyer au feu non plus. Maintenant, ce qu'il nous a montré, franchement, c'est de très très bon augure. Mais pour exemple, pour aller jouer face à Nice, je le fais pas commencer. On a vu une compo, on l'a dit, impactée par les blessures. Je vous repose la question que j'ai posée hier à Karim. Est-ce que cette vague de blessures, elle fait partie un petit peu de ce qui se passe chaque saison pour chacun des clubs, ou est-ce que il y a quand même un volume de blessures un peu élevé à l'OM cette année? Les blessures dans le football moderne, elles font partie maintenant du naturel. Il y a de plus en plus de blessés parce que les joueurs vont beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'entraînement, les matchs ont beaucoup plus d'intensité. N'en déplaise à certains, les gens ils te disent ouais mais avant le football c'était beaucoup plus lent parce que les pelouses elles étaient plus hautes, parce que les ballons étaient plus lourds, parce que les chaussures elles étaient plus lourdes, ça allait doucement. Maintenant c'est des véritables athlètes, ça va 250 à l'heure avec ces pelouses comme ça. Ça veut dire quoi, que nous à notre époque on n'était pas des athlètes? Non, bien sûr, mais jamais d'avis, tu n'as jamais été athlète comme Milon. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui a été extraordinairement fort dans le football, il s'appelle Zinedine Zidane. Il disait que quand il était au Real selon les entraînements, quand il voyait comme ça aller vite, il a dit peut-être que je ne ferai pas la même carrière. Voilà, parce que maintenant, ça va très très vite. Et ensuite, si tu as malheureusement un staff médical qui se trompe, parce que c'est aussi savoir la véritable blessure, les reprises, est-ce qu'elles se font pas un peu trop tôt? Donc il y a plein de choses. Et je vois que dans d'autres clubs, c'est la même chose. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Combien de fois on entend même les croisés maintenant, les gars? Oui. Régulièrement.
Il y en a de plus en plus, parce qu'en plus, les joueurs, il y a maintenant les matchs internationaux, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat, les matchs de Coupe de France. Si tu es international, tous les étés, tu te reposes pas, tu as la Coupe d'Europe, la Ligue des Nations, la Coupe après. continentale, ce qu'ils ont encore inventé. Il y a toujours quelque chose. Et en plus, il y a tellement d'intensité, Marco. Les blessures, elles sont souvent dues au mental. Donc, quand mentalement, les réseaux sociaux, tu es fatigué parce que tu as de l'intensité, de la pression. Avant tout ça, ça n'existait pas. Tu arrivais à te reposer auparavant. Et maintenant, c'est plus difficile. On a beaucoup parlé de cet arbitrage J'ai discutable. fait 5 ans de médecine, ça se voit. Mais c'est qu'à la première année. Je pensais 10, mon Jaco. Docteur Jaco. On a beaucoup parlé de cet arbitrage discutable. Tu baisses les yeux tellement je viens sur le sujet. Et une nouvelle fois, on a des grilles de lecture différentes suivant qu'on est supporter de l'OM ou suivant qu'on ne l'est pas. Forcément, cette semaine, plus qu'une autre, les gens qui sont pas supporters de l'OM considèrent qu'on en fait des caisses de manière disproportionnée. Ah, mais il faut arrêter au bout des moments. Quand il y a des images qui parlent d'elles-mêmes, tu fais des caisses de quoi? Il y a faute ou il n'y a pas faute sur Rowe? Tu vas pas me gifler. Non, mais je te donne un exemple. Quand tu regardes la faute de Araujo sur Barcola en Ligue des Champions, il prend carton rouge direct. C'est la même faute. C'est la même faute. Bien sûr. Il y a penalty. Après, je sais que maintenant, ils veulent plus mettre la double peine, mais normalement, c'est penalty, carton rouge. Et sans discussion. Après, on en parle du plaquage de Balerdi, qui est l'arbitre de là à Jacques. Il lui fait un plaquage monstrueux. L'arbitre, il est là, il fait semblant de rien voir. Et la VAR, bien entendu, je sais pas, il joue à la contrée peut-être. On va savoir, au bout d'un moment, moi j'arrive à... On a mis ce dispositif en place pour essayer de faire en sorte qu'il y ait pratiquement plus d'erreurs d'arbitrage. Quand on voit, des fois, ça se joue à une place, à 2 points, une qualification en Coupe d'Europe ou une descente, c'est à coût de millions d'euros. Et derrière, il y a je sais pas combien de salariés. Donc c'est quand même assez important. On ne peut pas léser les gens avec des erreurs manifestes, ou même du stade, tu le vois. Donc tu te dis, 3 mecs dans un car avec 50 écrans, avec la possibilité de regarder sur plusieurs angles, ils ne voient pas. Moi, au bout d'un moment, je pose des questions. Et je suis pas chauvin. Hein. Comme je l'ai dit, si c'est... Non, mais sincèrement, si tu vois ça, et la preuve, je te dis, la faute de Araujo sur Barcola, c'est carton rouge. Il y a 100 fois carton rouge. Donc, et si tu connais un peu le ballon, et que tu te dis, est-ce qu'il va au but? Oui. Est-ce qu'il est devant? Oui. Pourquoi il tombe? Et quand tu vois après les ralentis, quand je suis arrivé à la maison, déjà du stade, je te dis, ça se voit qu'il est devant. Mais quand tu vois les ralentis, tu te dis, mais c'est impossible. Et encore pire sur Balerdi. Donc ça fait beaucoup, franchement, ça fait beaucoup. On va rester quelques instants sur l'arbitrage. On rappelle qu'après certains confrères radio, ce sont des confrères télé qui sont désormais dans le collimateur de Pablo Longoria et de la direction de l'OM, qui a finalement décidé de porter au pénal certains propos qui ont été annoncés sur une chaîne de télévision sportive. Est-ce que vous trouvez ça légitime que Pablo Longoria mette ça au pénal? Moi, j'espère légitime, mais il a raison, le président. Jusqu'à quand ces gens-là, ils vont être odieux? Quelle légitimité ils ont pour pouvoir prétendre à donner des conseils à Pablo Longoria sur comment on gère un club de football? Ce monsieur qui a été odieux, j'ai même pas envie de répéter sa phrase, elle est abominable. Abominable. Il est capable d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Mais tu as fait quoi dans ta vie au niveau du football, toi? Tu es derrière un micro et tu t'inventes une vie. Oui, ça donne pas tous les droits d'être derrière un micro. Je veux dire, on est derrière un micro. Oui, tu as le droit de commenter, mais tu as le droit de commenter. Tu as le droit de pas être content, sans surtout le droit et sans dénigrer d'être respectueux. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une obligation du respect. Comportement d'adolescent attardé. Marco, mais voilà, quand tu es derrière un micro, tu as une certaine responsabilité quand même vis-à-vis des gens, de la politesse. Et quand tu attaques les gens, tu sais que tu risques d'avoir des problèmes. Eh bien, ce monsieur, il va en avoir. Et je ne pense pas que ce soit le seul. Parce que quand ils ont les attaques qu'ils ont faites, elles sont insupportables. Dans le même temps, pas plus tard qu'aujourd'hui, le Conseil national d'éthique et de déontologie du football vient de publier ce mardi un communiqué visant tous les acteurs de football français au sens large.
mais plus directement Pablo Longoria qui est visé par cette publication. Je vais y arriver. L'instance éthique doit s'inquiéter de la multiplication des critiques envers le corps arbitral de la part des dirigeants des clubs, sans nier la possibilité d'erreurs d'arbitrage. La CNEDF rappelle que celles-ci font partie intégrante du jeu, malgré les avancées technologiques récentes. Non, il faut arrêter au bout d'un moment. J'ai été un petit peu loin, je suis désolé. Il faut arrêter. Que je sache, si les arbitres sont là, c'est aussi grâce au club. Donc je pense que si le corps arbitral est rémunéré, c'est par rapport à des dotations. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça doit être dû à ça. Donc ils font partie intégrante de ce sport-là. Donc quand un entraîneur est mauvais, il doit rendre des comptes. Quand un joueur est mauvais, il doit rendre des comptes. Un arbitre, c'est pareil. Pour quelle raison ? Au vu des erreurs manifestes, c'est pas on l'a pas effleuré, ou Balerdi, c'est pas juste une petite caresse sur l'épaule qui fait qu'il tombe. Et quand l'arbitre il est à 2 mètres et qu'il le voit pas, et que dans le camion, je me répète, il y a 3 personnes qui ont 40 écrans avec plusieurs positions différentes et 55 ralentis, pour moi, si c'est pas volontaire, je comprends plus rien. Comment nous, à la maison, ou du stade même, tu te dis il y a faute, et eux, ils ne le voient pas. Moi, c'est ça. Donc derrière, il faut qu'ils rendent des comptes. Comme un joueur, comme un arbitre, comme un entraîneur, comme un dirigeant, un président. Quand il est pas bon, hop, il descend en conférence de presse et il parle. Et on lui pose des questions et il doit répondre. Donc il faut que le corps arbitral, au bout d'un moment, prenne ses responsabilités. Quand ils sont mauvais, ils sont mauvais. Point final. Il faut arrêter que semaine après semaine, et je ne parle pas que de l'OM, il n'y a pas une journée de championnat où il n'y a pas des catastrophes arbitrales. Tu vois des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce championnat ? J'ai regardé tout à l'heure, ils ont mis le classement des championnat au niveau mondial. La France, elle est 8e derrière le Portugal. Et après, on s'étonne. Il ne faut pas s'étonner. Si tu veux avoir un bon championnat, il te faut à la base des bons arbitres qui vont laisser le jeu, qui vont aller dans la pédagogie. Et quand il y a une faute, il y a une faute. Point final. Jaco, là pour le coup, c'est pas la direction de l'arbitrage qui, c'est le comité d'éthique du football français qui s'empare de l'affaire pour dire à certains acteurs importants, comme des présidents de clubs, attention à vos propos, attention à ne pas trop faire de vagues. Alors, quel ressenti il faut avoir par rapport à ça ? Moi, j'ai vu aussi le communiqué de l'OGC Nice qui demande attention, que les arbitres soient vigilants parce qu'ils ne se vengent pas en pénalisant l'OGC Nice. On ne demande pas être... Donc, on ne demande pas être favorisé. Non, jamais de la vie. Mais si tu veux, c'est quelles sont les solutions pour pouvoir progresser dans ce genre de situation ? C'est là que l'on doit progresser. Ces gens-là, ils doivent comprendre qu'il y a un véritable problème parce que au niveau de la qualité de l'arbitrage, ça ne va pas. Il y a quelque chose qu'il a soulevé Steph au niveau des erreurs d'arbitrage, quand il dit, quand ils ne sont pas bons, moi je pense qu'il faut qu'ils descendent régulièrement, donner des explications sur leur prise de décision. Je n'ai pas sifflé à ce moment-là, parce que là, en revoyant les images, et je pense que si on met des écrans en expliquant, oui, à ce moment-là, et peut-être qu'il y a des choses que l'on ne voit pas aussi, parce que nous, les supporters, des fois, tu peux t'emballer, moi le premier, et peut-être que si on t'explique, tu te dis, ah oui, je suis désolé, je ne l'avais pas vu. Ça peut aussi déjà éteindre un petit peu et faire redescendre le soufflet. Oui, parce que dans les contrats, je t'arrête 3 secondes, dans les contrats avec notamment les diffuseurs, les entraîneurs doivent impérativement venir à la fin des matchs expliquer leur choix, comment ils ont vu pourquoi les acteurs importants que sont les arbitres ne le feraient pas. Ça aiderait. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres français qui n'ont pas beaucoup de pédagogie. Quand je vois les anciens arbitres qu'il y avait en France, alors des gens ne l'ont pas connu, mais avec Michel Vautreau, qui était connu et reconnu, moi j'ai eu la chance de faire plusieurs meetings avec lui, plusieurs réunions, mais c'est un monsieur intelligent et qui savait parler aux joueurs. Et quand tu es charismatique, les joueurs ils t'écoutent. Et quand tu es un petit capricieux, que tu ne sais pas parler, à ce moment-là, tu te confrontes aux joueurs. Donc il faut qu'ils apprennent à changer de méthode de travail. Il y a le savoir-faire, le faire savoir, je te le sais régulièrement, Marco. Les bonnes phrases, appeler les joueurs par leur prénom, leur dire attention, soyez vigilants, on vient de commencer, je ne vais pas vous donner un carton, c'est dommage, allez, reconcentrez-vous sur le match, ça serait dommage, c'est un match important, on est tous là pour se faire plaisir, donc que le match dure le plus longtemps possible pour vous, ça m'embêterait de vous mettre un carton, mais le mec il n'est pas fou, tu vois, selon et s'il le prend, il ne respectera pas. S'il le prend, il ne respectera pas, il vient, il lui dit, je vous avais dit, attention, c'est un jeu dangereux, donc il y a plein de petites choses, dans la vie tu peux tout dire.
C'est la manière que tu dis les choses. Et ils n'ont pas la manière. Le mercato à présent avec Eli Wahi de plus en plus proche de l'Eintracht Francfort. Est-ce que vous validez, vous, ce départ? Est-ce que vous trouvez ça dommage? Qu'est-ce que vous en pensez? S'il vient à partir, c'est dommage, bien sûr, parce que c'est quelqu'un, Minot, qui a 21 ans, qui a plus de 40 buts en Ligue 1. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il est pétri de talent? Oui. Est-ce qu'il a de grosses difficultés à s'imposer chez nous? Oui. Et si après, voilà, si le club décide que la proposition de Francfort est suffisante pour pouvoir le laisser partir, ça après, c'est plus dans nos mains. Mais je pense sincèrement qu'il aurait pu réussir chez nous et casser la baraque. Après, il a mal commencé, mais bon, ça fait que 5 mois et demi qu'il est là. Est-ce que durablement, un joueur qu'on achète au prix où on l'a acheté peut rester sur le banc parce qu'un joueur qui a été recruté beaucoup moins cher lui a pris la place? Quand tu recrutes un joueur comme ça, Marco, tu recrutes un bon joueur. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a le joueur et il y a l'homme. Voilà. Et l'homme, tu le connais pas. Il t'arrive un monsieur et tu commences à connaître l'homme quand il vient dans le vestiaire, son attitude, son comportement, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'intégrer au groupe, son entourage, les gens qui le conseillent, toute sa famille. Et après, tu commences à connaître. Je pense qu'on a découvert quand même peut-être beaucoup de choses. Le talent, oui. L'implication, non. Ouais. Et pas suffisamment. Pas suffisamment. Non, mais l'implication pas suffisamment, ça veut dire que ça suffit pas pour pouvoir s'imposer à l'Olympique de Marseille. Alors s'il doit partir et trouver mieux ailleurs, c'est ce que je lui souhaite. Mais il faut surtout lui dire qu'il continue à travailler parce que c'est un jeune joueur. Dimanche sur la Côte d'Azur, ce sera encore un match palier. Encore un match certainement important, un match où la virilité sera de mise. Est-ce qu'on est armé justement quand on voit comment on s'est fait bouger par Strasbourg à la maison pour aller voyager chez les Niçois qui nous veulent que du bien? Oui, parce que tu es la meilleure équipe en Europe à l'extérieur. Et on sait qu'à l'extérieur, on adore aspirer l'adversaire pour mieux le contre-attaquer. C'est pour ça que je disais, avec ce système-là à domicile, c'est pas la première fois qu'on a des complications. Et je me répète, on l'a vu que lorsqu'on met des joueurs avec un apport beaucoup plus offensif, à domicile, on arrive à faire du jeu et à être dangereux. À l'extérieur, voilà, il faut continuer sur ce qu'on fait. On est très très bon. Ça va être un match costaud, un match, je pense, niveau Ligue des Champions. Il va falloir être là dans l'intensité. Et surtout, il va pas falloir vendanger comme on a vendangé face à Strasbourg. Allez, ce Nice-OM, ce sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima dimanche soir à partir de 20h45. Un certain Jacques Bailey et un certain Karim Attab seront aux commentaires, prise d'antenne bien sûr. 20h15, c'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Steph. Toujours un plaisir les amis. Merci mon Jaco. Merci mes amis. Le replay vidéo du BDS sur la chaîne YouTube Maritima Média, également sur maritima.fr. À demain 18h.